dont on peut tous dire. Merci beaucoup Audrey. On a vu avec vous ce qui se passe en Ukraine. On a débattu avec nos invités qui étaient avec nous depuis 23 heures tout à l'heure avec la reprise mondiale, la guerre et les sanctions économiques. Les cours du pétrole ont flambé. C'est l'une des grandes conséquences de la guerre. Donc, résultat à la pompe, les prix s'envolent et beaucoup de Français s'inquiètent pour leur porte-monnaie. Yann Effelet. Certains se demandent si les panneaux n'ont pas un problème. Plus de 2,36 € le litre de gazole dans cette station parisienne. Ça fait mal, ça fait mal. Et je suis sur les fesses, vraiment. Je venais ici en me disant, tiens, peut-être que ça sera un peu moins cher que sur l'autoroute, mais je ne crois pas. Enfin bon, bref, c'est une horreur. Là, j'ai fait un demi-plein, j'en ai pour 60 €. Pour cette camionnette, faire le plein complet est tout simplement impossible. Le prix est tel que le plafond est atteint. Le truc, c'est que lui, il veut plus me donner de l'essence. Le montant veut plus. En fait, là, je suis pas au plein. La situation inquiète ces automobilistes. Pour beaucoup, impossible de se déplacer autrement qu'en voiture pour le travail. Alors ce sont les loisirs qui vont diminuer. Je vais réfléchir 2 fois avant de prendre la voiture pour partir en vacances, oui. Et on a peur que ça arrive à 3, 4, 5 €. Et là, dans ces cas-là, la voiture, ça va devenir un vrai luxe. Toutes les estimations laissent présager une poursuite de l'augmentation du prix de l'essence. Le gouvernement promet d'améliorer les aides aux ménages. De leur côté, certains distributeurs comme Système U promettent de rogner sur leurs marges pour limiter la hausse. William T, le pire est à venir. Oui, parce que ce qu'on prévoit actuellement, c'est qu'on arrive sur ce qu'on appelle un troisième choc pétrolier. Donc ce qu'on a vécu en 73 et 79, et qu'on estime que le prix du baril, si les événements continuent de cette façon, puisse atteindre $200 le prix du baril de Brent. Donc vraisemblablement, il vaut aujourd'hui $130. $130, donc ça serait une augmentation de plus de 50%, ce qui ferait sur la pompe un phénomène qui est assez conséquent. La difficulté, c'est qu'en fait, pour répondre à cette crise, on a très peu de moyens. D'une part, parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran ne peuvent pas augmenter leur niveau de production, et que les autres pays sont sanctionnés par les États-Unis, notamment le Venezuela. Donc le temps qu'ils mettent leur machine en route, on n'arrivera pas à augmenter l'offre du pétrole qui est en cours. Donc le gouvernement doit prendre des mesures d'urgence, et la seule mesure qu'on peut prendre actuellement, c'est de rogner les taxes, notamment sur 2 taxes principales qui sont la TVA et la TICPE. Vu que le prix augmente, vraisemblablement le gouvernement s'attend à des rentrées de marge supplémentaires, et donc on pourrait suspendre la TICPE, ce qu'on appelle les taxes intérieures sur les produits pétroliers, pendant une période d'1 an, auquel on se permettrait de dégager une marge. Ça veut dire que l'État, ça leur coûterait à peu près 20 milliards d'euros, enfin 18,3 milliards d'euros précisément, mais ça permettrait aux ménages de respirer un peu. Et pourquoi est-ce que ce serait rentable pour l'économie ? Parce que si par cas on vit un troisième choc pétrolier, notre économie rentrera en récession. Et donc du coup, ça cassera la croissance économique. Et je pense que c'est une bonne mesure pour le gouvernement si par cas il la met en œuvre. Benjamin Morel. Oui, très clairement. Si vous voulez, la situation actuellement, c'est une situation de bras de fer avec la Russie. C'est-à-dire que l'objectif, très clairement, de l'Occident, c'est d'amener à une forme d'effondrement de l'économie russe. De l'autre côté, l'objectif de la Russie, c'est de rendre l'inflation tellement insupportable qu'en réalité, l'Occident finisse par céder. C'est le cas pour l'Europe, mais c'est également le cas pour les États-Unis. Il y a des tendances inflationnistes qui sont très très fortes aux États-Unis. La Fed ne peut pas faire grand-chose, la Banque fédérale américaine. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est explosive et qui touche toutes les énergies. Évidemment, on parle du pétrole, mais vous avez également le gaz. On peut dire oui, mais la France est peu touchée par le gaz, mais en réalité, le prix de l'électricité sont indexés sur le prix du gaz à cause de normes européennes. Donc on est dans une situation où, au bout du compte, c'est pas seulement les prix à la pompe qui vont être impactés. Parce qu'il faut bien comprendre que les différentes énergies ne comptent pas que dans la facture énergétique des Français. Lorsque vous avez un prix du pétrole qui augmente, c'est également les prix des transports qui augmentent. Et donc le prix de la livraison de votre bien du port, et même de l'endroit où c'est fabriqué jusqu'au port, et du port jusqu'au supermarché. Donc à terme, c'est une inflation globale des prix qui nous menace, et qui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait William T, peut profondément, non seulement induire un ralentissement de la croissance économique, mais même nous amener dans une récession profonde. Oui, je suis assez d'accord. Et puis surtout, au-delà des conséquences économiques, il y aura aussi des conséquences politiques. Ouais. Souvenez-vous des Gilets jaunes quand même. Donc là, si on arrive... j'écoutais Michel-Édouard Leclerc qui expliquait que... Alors peut-être qu'il joue là-dessus, mais qui disait qu'on aurait peut-être d'ici 3 semaines un litre d'essence à 2,20 €. Ça laisse songeur quand même. Alors, c'est déjà le cas. 2,20 € partout, parce que dans certaines stations d'essence parisiennes, on est à 2,34, 35, 36, 40. Oui, alors on y est déjà. Déjà, effectivement, si vous me dites à Paris. 2,30 €, vous la prenez à Paris. Enfin, le vrai sujet aussi, parce que moi je parle de la conséquence politique, c'est ce qu'on appelle d'un mot vulgarisant la France périphérique, c'est-à-dire les gens qui sont obligés parce qu'ils vivent dans des endroits où il n'y a que la voiture pour se déplacer, parce qu'il y a un bus le matin, un bus le soir. Si ces gens-là
voient 2,20 € ou 2,30 € au litre, ils ne pourront même plus aller travailler. Parce que ce sera insupportable pour eux. Donc, il y aura des conséquences économiques, il y aura des conséquences sociales, mais il y aura aussi des conséquences politiques. Et je veux aussi vous dire quand même d'un mot, quand même, que on a quand même accumulé une dette pendant cette période Covid. Deuxième peut-être quinquennat d'Emmanuel Macron ou au quinquennat de la personne qui suivra, il va falloir rembourser. Et comment est-ce qu'on rembourse? Par une hausse des impôts. Donc, hausse des impôts qui arrivera, il ne faut pas se mentir, plus hausse du prix de l'essence, tout ça, ça va faire un cocktail social explosif. Explosif. Guillaume Bigot. Alors sur l'énergie, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution immédiate. On parle du gaz liquéfié, du gaz de schiste américain ou le Qatar. Il y a 20 terminaux en Europe. Ils sont tous saturés à bloc, à bloc, à bloc. Donc à court terme, il faut construire des terminaux. C'est pas possible tout de suite et maintenant. Ça n'enrayera pas la hausse du prix du gaz qui, de toute façon, cette hausse était déjà arrivée avant, puisqu'il y a l'effet Covid, effectivement, avec une espèce de feu vert économique et tout le monde a redémarré en même temps son économie. Et donc, il y a eu une forte tension à la hausse sur les prix de toutes les énergies. Donc, pas de gaz liquéfié de schiste. Le nucléaire, bien sûr, mais le nucléaire, il faut le construire, etc. Ça, on ne l'a pas fait dans le passé. Donc là, ce n'est pas une solution à court terme non plus. Ça a été dit tout à l'heure sur sur le pétrole, par exemple, où il n'y a pas d'augmentation à court terme. Alors, peut-être qu'il y a des effets géopolitiques. Le Venezuela et les États-Unis, ça y est, maintenant, sont amis, bizarrement. Je pense que, je ne suis pas une boule de cristal, mais si ce conflit devait durer, si on devait continuer à mettre à l'amende très longtemps la Russie, bizarrement, il pourrait y avoir une réconciliation assez rapide entre les États-Unis et l'Iran, nécessité faisant loi. Mais enfin, à part ce genre de choses, et encore, je ne sais pas quelle est leur capacité de production, mais c'est massif. Donc, deuxième chose, c'est sur l'énergie, pas de solution de remplacement à court terme, donc tension à la hausse sur les prix. Effectivement, il n'y a pas que l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie, mais il y a en effet la dette. Dette qui était déjà très importante au moment de 2008, qui s'est aggravée à 2008 parce qu'il y avait le fameux risque systémique sur les banques. Donc on a injecté énormément de monnaie hélicoptère, de monnaie qui n'avait pas de contrepartie dans la réalité. Puis il y a eu le Covid et là, c'est reparti encore cette monnaie papier. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le monde occidental, c'est-à-dire un tiers de la planète en fait, un tiers en population, a pris des mesures drastiques contre la Russie. La Russie, elle n'a que des matières premières. Alors évidemment, il y a le système SWIFT, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois comprendre qu'ils ont un mécanisme alternatif. Je crois comprendre que de toute façon, les Iraniens qui sont totalement mis out du système financier, ils ont quand même les moyens d'acheter et de vendre. De toute façon, je vous coupe Guillaume dans l'instant, c'est que le système SWIFT, l'exclusion des banques russes ne concerne pas les banques, les banques qui vendent du gaz, du gaz aux pays européens. Sont sacrés. Donc en fait, de facto, ça exclut une grosse partie du système bancaire russe. Si on est dans un système de durcissement avec un conflit qui dure, etc. Voilà. Bon, mais grosso modo, je suis en train de vous dire quoi? Que la Russie, elle va trouver preneur parce qu'il y a des gens qui vont lui acheter son énergie. Nous, on a un énorme paquet de monnaie qui nous pend au-dessus de la tête. Et contrairement à la crise de 73-79, où il y avait une inflation, disons, par les salaires, où il y avait presque plus de capacité à faire du profit, tant les salaires avaient augmenté, la croissance était à bloc. Là, c'est autre chose. Là, cet argent qui a été créé a mis les gens à flot pendant le Covid et grosso modo a empêché les riches, les banques et les marchés financiers de s'effondrer. Mais la population est déjà... Une grosse partie de la population de tous les pays occidentaux, les États-Unis, la France, etc., sont déjà à la limite de la pauvreté pour beaucoup d'entre eux. Donc là, je peux vous assurer qu'effectivement, je confirme ce diagnostic. Sur le plan social, ça va être très très dur. De plus, ça pourra accélérer la dédollarisation de l'économie mondiale. Et en fait, pour boucler la boucle, il faut bien comprendre que quand un pays est très puissant, c'est un peu comme si vous étiez quelqu'un de très costaud, surarmé, et vous avez des dettes. Les gens ne vont pas aller vous demander de rembourser les dettes parce que vous avez des mitrailleuses et vous faites 2 mètres de haut, vous êtes très musclé. Donc personne n'ira vous demander de rembourser la dette, d'accord, que vous avez. Et c'est ça en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de dollars. Les gens ne vont pas aller chercher des noix aux États-Unis pour leur demander de rembourser. Sauf que là maintenant, le monde entier va voir qu'en fait, il n'y a plus de crédibilité militaire et politique du monde occidental et des États-Unis. C'est ça le mécanisme, la dédollarisation. Et les gens vont plus détenir des dollars, au contraire, ils vont retourner voir les États-Unis, ils vont dire rendez-nous l'équivalent en yuan, l'équivalent en or, etc. Donc peut-être qu'il y a un risque systémique très puissant
politique et économique sur l'Occident. Benjamin Morel, et on parle dans quelques instants de Alexis Corbière. Non, 2 points, on est tout à fait d'accord. Je rajouterai 2 points. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas que les prix de l'énergie, mais également les prix du blé. Alors oui, ça compte peut-être 8%. Exactement. Ça compte 8% dans la baguette française, mais pas dans la baguette égyptienne, pas dans la baguette de tout un tas de pays qui aujourd'hui risquent de mourir de faim. Et la déstabilisation géopolitique qui sera induite par la famine, elle va également créer des incidences, y compris sur les cours des pétroles. Exactement. Et là, on a une crise qui peut être profonde. Ensuite, je voulais revenir sur ce que vous disiez, notamment sur les banques centrales et l'activité lors de la crise de 2008. Il faut bien voir qu'en réalité, on est dans un cercle vicieux et on est dans une quadrature du cercle. C'est-à-dire que si on met plus d'argent, si on augmente la dette pour arriver justement à amortir la hausse des prix de l'énergie, on fait du quantitative easing, on crée des bulles et on crée de l'inflation. C'est-à-dire que pour éviter la montée des prix, on fait monter en partie les prix. Aujourd'hui, c'est ce qui commence à se passer au niveau américain. C'est pour ça que la Fed a beaucoup de mal à envisager de faire plus qu'elle ne fait actuellement, y compris face à cette crise-là. La BCE est également dans une situation un peu plus confortable au vu de la hausse des prix en Europe, mais qui, à terme, va commencer à fâcher les Allemands. Donc on est dans une situation où, malgré tout, nos marges de manœuvre ne sont pas si grandes que ça. William T. Sur ce point-là, sur la question de l'inflation, lorsque la Banque centrale européenne et la Fed américaine, donc la Banque centrale américaine, ont mis des milliards de dollars en termes de quantitative easing, il n'y a pas eu d'inflation entre 2008 et 2020. Ce qui a provoqué l'inflation actuellement, c'est le retour à l'économie de toutes les économies avancées qui ont augmenté la question de la demande et qui étaient en adéquation avec l'offre qui ne pouvait pas suivre dans les usines. Et c'est pour ça qu'on a une inflation actuellement. Ce n'est pas parce que les pays européens, et notamment américains, vont mettre plus d'argent dans l'économie à travers les quantitative easing ou les plans monétaires qu'on aura une inflation. Le problème de la question de l'inflation, c'est les prix réels. Et les prix réels sont impactés par la question de l'énergie. Donc les banques centrales et les gouvernements doivent faire un arbitrage. Est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'inflation dans les marchés financiers ou est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'inflation sur les tarifs d'essence ? Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir de l'inflation dans les marchés financiers que dans les tarifs d'essence parce qu'on a des mécanismes qui permettent de tenir et d'amortir les chocs depuis avec BAL 3, les différents plans qui ont été pris depuis la crise de 2008. Et ensuite, après, il y a un deuxième élément, c'est qu'en fait, si par cas, on arrive sur un choc qui est équivalent à celui de 79, c'est-à-dire qu'on arrive sur une croissance qui est molle, des revenus qui augmentent peu, par contre, une hausse d'inflation, c'est-à-dire que les classes moyennes occidentales vont véritablement s'effondrer, ce qui a provoqué une instabilité des régimes, une menace sur la démocratie éventuelle et une menace sur les pays en Afrique et donc sur la question de stabilité éventuellement de l'immigration qui viennent chez nous. Et c'est pour ça que la crise de l'énergie, on appelle ça le troisième choc pétrolier, c'est-à-dire que ça a une influence européenne au départ, puis une influence mondiale qui ont produit des conséquences graves chez nous au niveau économique, social et migratoire. Oui, un mot, c'est qu'il y a une des solutions en 73-79 sur 73, c'était la chasse au gaspillage, c'était diminuer la consommation. Parce qu'on était dans des économies qui étaient à bloc, en fait. Tous les facteurs de production ont été utilisés, il n'y avait quasiment pas de chômage, etc. Donc on pouvait dire aux gens, consommez un peu moins et réduisez votre consommation. Mais là, c'est pas possible. Il n'y a que M. Le Maire qui croit que c'est possible de pouvoir ne plus se déplacer, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a des tas d'endroits en France où c'est juste pas possible. Et les gens sont juste au niveau de la survie. Donc ils ne peuvent pas vraiment faire d'efforts. Ça, c'est un facteur quand même très très important. Et l'autre chose, c'est qu'il me semble que la situation économique aujourd'hui, c'est que vous avez l'inflation, c'est pas tellement la menace, parce que si les salaires, de manière assez artificielle, s'il y a une inflation par les salaires, et si les salaires suivent la hausse aux États-Unis, au Royaume-Uni, suivent les prix, la hausse des prix des carburants, bon, ça va être relativement neutre. Le problème, c'est que là, s'il y a juste une inflation sur les tarifs de l'énergie, et pas sur les salaires, il y a un énorme problème. Et jusqu'à présent, l'inflation, elle était effectivement complètement financière, elle n'était pas du tout dans les salaires. Les salaires n'ont pas augmenté, c'est les marchés financiers qui ont fait la fiesta depuis des années et des années. Pendant ce temps-là, Alexis Corbière, lui, est accusé d'avoir divulgué des informations secret défense sur les livraisons d'armes en Ukraine. Ça s'est passé chez nos confrères de France Info. Regardez. Mais premièrement, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises. Franchement, c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. Mais vous avez la liste, vous, des... Pardon ? Vous avez la liste des armes fournies par la France ? Eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission défense et armée et je ne dois pas vous dire exactement... c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner. Vous pouvez nous dire ce que la France a livré ? Ça peut ressembler à ça. Mais vous venez de le dire. J'en sais, du moins... J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé. Écoutez, quoi qu'il en soit... La France a livré des missiles. Ce que je veux vous dire, c'est que le matériel... Alexis Corbière, vous venez de le dire, les auditeurs, les téléspectateurs l'ont entendu comme moi. Les auditeurs ont entendu des choses, mais non, mais qu'importe, je ne sais pas le détail, mais ça ressemble manifestement, ça ressemble manifestement à cela. Ce que je veux dire, de toute manière, pardon, ne me cherchez pas à me troubler, c'est pas le sujet, de toute manière, c'est au gouvernement français de vous dire les choses. Écoutez, Yannick Jadot, il y a quelque temps, demandait la transparence sur les livraisons d'armes, ça s'appelle l'union de la gauche.
En effet. Alexis Corbière donne la transparence sur les livraisons d'armes. Donc évidemment, c'est une grosse gaffe, si vous voulez. C'est-à-dire que là, alors visiblement, d'après, j'ai lu un décryptage par vos confrères qui disait que, grosso modo, il n'était pas en commission des affaires étrangères à ce moment-là et qu'en réalité, c'est quelqu'un de la commission qui lui a dit dans quelle mesure il savait que les informations étaient classées ou pas. C'est pas évident, mais ça paraît en effet évident que vous ne dites pas ça sur un plateau de télévision, on va qualifier ça de grosse bourde. Ouais. De grosse bourde, simplement ? Pierre Lantier. Non, mais c'est gravissime. Enfin, je veux dire, c'est gravissime. L'état du politique. Je veux dire, un député de l'Assemblée nationale qui n'est pas capable de se contenir sur un sujet aussi grave. Enfin, je vois pas comment est-ce que ces gens-là peuvent diriger. Enfin, Voici ce que dit Alexis Corbière. Selon des journalistes, j'aurais violé le secret défense. Faux. Aucun parlementaire n'est d'ailleurs habilité secret défense. Je n'ai accès à aucune information confidentielle. Oui. L'Élysée, le haut commandement se sont exprimés. Lisez la presse comme moi. C'est marrant, pourquoi est-ce qu'il s'est repris après ? Effectivement, il y a une confidentialité des informations qui sont divulguées aux parlementaires qui concernent le secret défense. Donc ici, pour le coup, et d'ailleurs, ça se voit dans l'extrait qui sait qu'il est en difficulté. Bien sûr. Gabriel Attal réagit, Jean-Luc Mélenchon vient à son secours. Qu'un député membre de cette commission se permette de relayer sur un média des informations qui ont été communiquées dans le cadre de cette réunion, je le dis, ça n'est pas responsable. Et par ailleurs, c'est fait dans des conditions de légèreté et d'approximation assez soutenues, si j'ai bien lu les déclarations qui ont été faites. Donc moi, j'appelle évidemment à la responsabilité. Il en va de la sécurité des Ukrainiens, il en va d'un conflit majeur. Et si nous avons fait ce choix en responsabilité de ne pas communiquer de manière publique sur ces équipements, c'est pour de bonnes raisons. Non seulement on peut parler de rien, mais quand par hasard quelqu'un utilise une information qui est dans la presse, on lui dit « Ah mais toi, tu n'as pas le droit de le dire parce que tu es membre de la commission défense. » Voilà. C'est-à-dire, c'est du terrorisme intellectuel, c'est une manière de clouer au sol toutes les réflexions, toutes les intelligences. Bon, voilà, moi je trouve ça lamentable. William T. Écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec le gouvernement, pas dans le sens où il aurait trahi, parce que dans la mesure où si la question c'est de savoir si la formation était habilitée secret défense, si ça avait le droit de la divulguer ou pas, et on ne connaît pas la nature de l'information. Par contre, moi je pense que ça démontre autre chose en fait. Ça démontre le manque de patriotisme d'une partie de la classe politique qui préfère servir leurs propres intérêts électoraux, quitte à faire les malins à la télévision, plutôt que de défendre et de se mettre en termes d'union nationale derrière le gouvernement sur une question précise qui est la défense des intérêts français en Ukraine. L'Ukraine est un allié de la France et par conséquent, lorsqu'on fait des livraisons d'armes, par cas, on risque une guerre et une expansion. Pas plus que la Russie. Elle n'est pas plus un allié. À partir du moment, l'Ukraine n'est pas plus un allié que la Russie. À partir du moment, même si on n'est pas allié sur le plan d'un traité, on livre des armes, on assiste un pays. On est quasiment allié avec ce pays-là en question. Justement, c'est une faute, ça, on peut le dire. On peut dire que c'est une faute, on peut dire que c'est une faute, mais dans tous les cas, on est plutôt allié avec l'Ukraine et plutôt en opposition avec la Russie, dans la mesure où on a pris des sanctions économiques qui étaient assez fortes. Et dans cette nature-là, moi, je pense qu'une partie de la classe politique a tort de pas se mettre, et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises au stade de l'histoire, et moi, je pense qu'ils se trompent dessus. De part, c'est une faute morale, c'est une faute politique par cas de livrer des informations, parce que ça risque la nature des engagements. Le président Zelensky demande une assistance militaire aux différents pays, donc Allemagne, Royaume-Uni, France, etc. Il demande des armes précises capables de livrer spécifiquement ces trois pays en question ou les autres pays alliés. Et ces pays apportent une assistance. Si par cas Vladimir Poutine apprend que ce sont les armes françaises qui ont détruit l'armée russe, eh ben on risque une expansion du conflit. Et donc c'est pour ça qu'en fait ce que fait Corbière est grave, plus que sur la question du secret défense en stricto sensu, c'est qu'il risque d'élargir le conflit entre la Russie et l'Union européenne. Je vais pas spécialement polémiquer avec vous, mais c'est simplement, je crois qu'on n'a pas la même conception de la démocratie. C'est-à-dire que il y a une représentation nationale, il y a les élus du peuple. Est-ce qu'il y a eu une déclaration de guerre ? Enfin, qui a autorisé Emmanuel Macron à livrer des armes en notre nom, au nom de la France ? Dans la Constitution de la 5e, il n'a pas besoin de l'autorisation du Parlement dans les 30 premiers jours. Qui est Madame Leyen, Madame Leyen, etc., pour décider de livrer des armes ? Enfin, qui a élu ces gens ? Mais c'est l'inversion complète des valeurs. Vous savez, dans la Constitution de la 5e, le président peut déclarer la guerre à un pays pendant 30 jours sans avoir l'autorisation du Parlement. Non, le gouvernement. Le gouvernement, oui. Le gouvernement, c'est pas le président de la République. Mais c'est... Sauf à déclencher l'article 16, au nom des intérêts supérieurs de mon pays. C'est pas la guerre, je pense que livrer des armes... C'est très quatrième que vous avez là. Non, livrer des armes à une puissance nucléaire
alors qu'on est soi-même une puissance nucléaire. Contre une puissance nucléaire. Livrer des armes contre une puissance nucléaire alors qu'on est soi-même une puissance nucléaire, vous avez raison, c'est totalement irresponsable. C'est parfaitement irresponsable. Même les États-Unis ne l'ont pas fait, personne ne le fait. Je ne sais pas exactement à quoi jouent ces gens. Ils veulent leur guerre pour faire leur Europe. C'est de la folie furieuse. Et moi, je remercie M. Mélenchon de mettre ça sur la place publique. Ça regarde 67 millions d'âmes et ça regarde peut-être même le monde entier. C'est la politique de pyromane. Il y a deux sujets que vous dénoncez. Ce que font normalement les livraisons d'armes, et c'est ce que font les États-Unis dans toutes les révolutions et dans tous les printemps arabes et même à la révolution Place Madeleine, c'est qu'on donne des armes, mais en secret. Donc il n'y a pas de déclaration de guerre officielle. À partir du moment où vous mettez ça sur la place publique, que les Russes le savent pas. C'est que vous risquez le chose. Poutine fait la même chose avec le groupe Wagner. Il dit que c'est pas l'État russe. Et nous, on a le droit de faire des choses qui sont équivalentes en disant que c'est pas notre faute. Wagner ne fait pas la même chose avec Wagner. Il dit justement, c'est pas nous. Alors que là, justement, tant que Corbière le disait pas, on savait pas ce que faisait la France. Je veux bien qu'on tape sur Corbière. Enfin, je veux dire, il a fait une bourde, c'est absurde, etc. Mais qui a dit qu'on allait livrer des armes à la Russie ? Au départ, c'est pas Corbière, c'est Van der Leyen et c'est Macron. Donc, pour le coup, si votre raisonnement est bon, ça veut dire que Van der Leyen et Macron nous mènent au conflit. Non, mais donc, Corbière, pour le coup, qui donne quelques indications sur quelles armes vont être livrées, n'est pas vraiment la solution. C'est Corbière qui nous a vendu la mèche. C'est pour ça que c'est un secret de polichinelle. On savait que tous les pays occidentaux, notamment européens, livraient des armes à l'Ukraine en termes d'assistance pour battre la Russie, parce qu'ils considèrent que c'est leur intérêt de le faire. Ensuite, après, on peut considérer que dans le cadre des parlementaires et démocratiques, on n'avait pas à le faire. Ça se défend en termes de politique étrangère. À partir du moment où on le fait, un parlementaire, donc de représentant de la nation, n'a pas à contredire les intérêts nationaux. Mais un président de la République a le droit de dire qu'on livre des armes. Ah ben non, là c'est une confusion totale des pouvoirs. Je suis désolé, précisément, le Parlement, le pouvoir législatif, a tout à fait la possibilité de se mettre en opposition aux intérêts du pouvoir exécutif. On n'est pas sur un acte de gouvernement là. Ça dépend de la conception que vous avez du patriotisme. Non, attendez, j'ai pas dit un mot dans le début de ce débat. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on appelle... Attendez, si je peux juste dire une chose. Oui, mais sans crier. Quand vous dites... Oui, il faut s'imposer sur ce plateau. Oui, il faut s'imposer, mais les gens chez eux, il est minuit 26. C'est les réveils. Justement, il faut réveiller un peu. Croyez-moi, non. Non, mais quand vous dites c'est une conception du patriotisme, non, mais il n'y a pas... la conception que l'État vous donne du patriotisme, que Emmanuel Macron qui vous dit il faut absolument, comme dirait Bruno Le Maire, faire la guerre économique, la guerre totale à la Russie. Vous savez, on peut ne pas suivre le pouvoir exécutif, on peut ne pas suivre l'État et rester un patriote. Vous voyez, moi par exemple, je considère que envoyer des missiles à l'Ukraine qui va les tirer, parce que quand on dit on va aider l'Ukraine à se défendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas des avions russes. De nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va les aider à tuer des soldats russes. Donc ça veut dire qu'on est quasiment, je vais pas dire qu'on alliés, quasiment alliés. On aide, oui, non, mais parce que l'État l'a décidé. Oui. Parce que le pouvoir l'a décidé. Mais nous ne sommes pas, mais justement, nous n'avons pas déclaré la guerre. Nous n'avons pas déclaré la guerre à la Russie. Et nous n'avons pas intérêt à déclarer la guerre à la Russie. Donc, quand l'État fait des choses... Non, c'est pas votre... Vous avez vu une déclaration de guerre ? C'est vous qui dites... Vous avez vu une déclaration de guerre ? Vous avez vu... Je répète 3 fois ma question. Vous avez vu une déclaration de guerre ou pas ? La déclaration de guerre... Il n'y a pas de déclaration de guerre. C'est ce que je disais. Donc, quand il n'y a pas de déclaration de guerre, il n'y a pas à livrer des missiles à l'Ukraine. Vous avez deux affaires qui sont... Vous avez l'armée qui officiellement fait des actes officiels comme en termes de politique étrangère. Après, vous avez des actes d'assistance qui reposent sur le renseignement. Est-ce que ça vous a échappé que la CIA arrivait à renverser des gouvernements sans qu'il y avait de déclaration de guerre officielle du président américain? Justement, c'est là où le Parlement peut jouer son rôle. Comme les trois sont d'accord, moi je demande à répondre. C'est là où le Parlement n'est pas au troquet du coin, il n'est pas 10h du matin. Il est tard le soir et j'aimerais que ce soit audible pour les gens qui nous regardent. Ça, j'essaie d'écoute. William T. La parole est à la défense. Je vous ai laissé terminer. Ah non, vous rigolez, vous m'avez coupé la comme je reprends dessus. Ce n'est pas une déclaration de guerre officielle, donc c'est un acte plutôt de renseignement et d'assistance en implicite et non pas en officiel. À partir du moment où vous divulguez des secrets d'État, non, il n'y avait pas de discours officiel. Donc la France, il n'y avait pas de discours officiel. Lorsque Van der Leyen dit nous allons livrer des armes létales. Mais Van der Leyen est président. Qui l'a autorisé à faire ça, elle ? Mais c'est qui cette bonne femme, enfin ? Qui a élu cette bonne femme ? Mais Van der Leyen est président de la Commission européenne et pas président de la République française. Donc du coup, elle peut décider ce qu'elle veut pour elle ou pour son charmant pays qu'est
l'Allemagne éventuellement plaider pour un conseil. Mais nous, dans l'Union européenne. Et pour le coup, la décision a été prise avec le soutien des 27, dont la France. Mais nous, notre enjeu, c'est de savoir comment on joue nos intérêts. Est-ce qu'on a intérêt à ce que l'Ukraine tombe dans la main des Russes? Non, nous n'avons pas intérêt, parce que l'Ukraine veut venir plutôt de notre côté. Donc est-ce qu'on a intérêt à perdre ce territoire? Et donc du coup, on a intérêt... Non, mais vraiment, ça veut dire quoi? C'est quoi votre côté? C'est quoi votre côté? Vous avez une définition particulière des intérêts français. Je suis désolé, non mais c'est vrai. Il dit de notre... Non, moi aussi, c'est vous qui dites que vous n'avez pas intérêt. Vous dites, on a intérêt à ce que l'Ukraine entre de notre côté. Certainement pas, parce que si l'Ukraine est de notre côté, ça veut dire que nous sommes en guerre vis-à-vis de la Russie. Ça veut dire la guerre nucléaire. Vous savez quoi? On va marquer une courte pause. Vous allez pouvoir boire un petit verre d'eau et on revient dans quelques instants en direct tout de suite. Bon, ça devenait rigolo. On parlait de la présidentielle il y a quelques instants. C'est assez intéressant parce que la déclaration de patrimoine et d'intérêt des 12 candidats à l'élection viennent d'être publiés. Les détails, vous allez le voir avec Mathilde Moreau. Vous parliez pendant la publicité de Valérie Pécresse. Vous allez voir, ça se passe plutôt très très bien. Mathilde Moreau. Avec ses 3 maisons et des terres agricoles, sa voiture et ses comptes bancaires, Valérie Pécresse est la candidate à l'élection présidentielle avec le patrimoine le plus élevé, 9,7 millions d'euros. Le président sortant, Emmanuel Macron, se place à la 8e place avec un peu plus d'un demi-million d'euros. Le dernier du classement est le candidat du nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou. Il détient 122 000 euros. La déclaration de patrimoine des 12 candidats à l'élection présidentielle vient d'être dévoilée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette déclaration est l'une des conditions obligatoires pour devenir candidat, en plus de l'obtention des 500 parrainages. Nouveauté cette année pour l'élection présidentielle, la publication de leur déclaration d'intérêts et d'activités professionnelles, nécessaire depuis 2017, et la loi de moralisation de la vie publique afin d'éviter les conflits d'intérêts. On y apprend notamment les revenus d'Emmanuel Macron en tant que chef de l'État, environ 196 000 euros par an, ou ceux d'Anne Hidalgo, plus de 55 000 euros par an pour son mandat de maire de Paris. Des déclarations de candidats qui ne feront cependant pas l'objet de contrôle. Ça rapporte la politique, non? Pas tant que ça, parce que quand vous avez été président de la République pendant 5 ans, le patrimoine d'Emmanuel Macron n'a pas beaucoup cru quand vous prenez la déclaration de 2017. Il a cru de 100 000 Valérie euros à peu Pécresse, 9,7 millions d'euros. Oui, mais ce n'est pas la politique qui lui a rapporté. Ah bon? C'est-à-dire que pour le coup, vous avez son mari déjà un patrimoine important, donc voilà, c'est de l'argent. Vous ne gagnez pas beaucoup en politique, c'est-à-dire que vous ne faites pas carrière en politique pour gagner de l'argent aujourd'hui. D'ailleurs, quand on prend des études sociologiques, on voit qu'aujourd'hui, les classes supérieures, quand vous sortez d'HEC, etc., vous ne faites pas de politique. Parce que la politique, c'est extrêmement précaire. Vous êtes sous le regard des médias et le moindre petit hic dans votre vie privée. C'est quoi gagner beaucoup d'argent pour vous, Benjamin Morel? C'est intéressant. Moi, je suis universitaire, je suis transparent. Oui, je gagne 1 900 euros par mois net, si vous voulez, c'est tout. Donc voilà, c'est le salaire à l'université. Et la moyenne, la médiane en France, c'est, si je ne m'abuse, 1 700, 1 500. Donc on est dans une situation où, en effet, la carrière politique rapporte plus que la moyenne. Mais à niveau d'études égales, quand vous sortez d'HEC, quand vous sortez de Sciences Po, quand vous rentrez dans une grande entreprise, vous gagnez beaucoup plus, avec beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus de temps pour votre vie privée que quand vous faites de la politique. Donc il ne faut pas trop cracher sur les politiques. Non, je ne crache pas. Je suis parti d'une association qui s'appelle l'Observatoire de l'éthique publique. Ça me fait un peu rêver, c'est pour ça. Et on se bat justement pour qu'il y ait plus de transparence dans la vie politique. Et ça m'importe. Mais je crois qu'il ne faut pas que ça devienne non plus un sujet à voyeurisme. C'est-à-dire, quel est l'objectif des déclarations de patrimoine? L'objectif, c'est que quand vous faites de la politique, vous ne vous enrichissiez pas grâce à la politique en faisant des malversations, des conflits d'intérêts. Grosso modo, je suis élu, eh bien, je vais aller me faire graisser la patte par une entreprise et je vais augmenter mon patrimoine comme ça, aux dépens de l'intérêt général. C'est l'objectif de ce type de déclaration. L'objectif, c'est pas de regarder ce qu'ont eu les candidats, où sont placés leur patrimoine, et de dire, regardez, celui-là, il est très mauvais, il est très riche, celui-là, il est bon, il est vertueux, parce qu'il ne gagne rien. Ce n'est pas l'objectif. Vous pouvez être riche et être un très bon candidat, un politique qui a le souci de l'intérêt général. Vous pouvez être pauvre et ne pas avoir la même vision, et vice-versa. Ce n'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est l'intérêt du pays. C'est du voyeurisme, Pierre Gentilly, ou pas? C'est du voyeurisme, oui, un peu. Moi, j'ai toujours été mal à l'aise. C'est-à-dire qu'effectivement, je rejoins un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que je trouve que notre époque est très, très, très malade de transparence.
Ça en devient effectivement peut-être un peu du voyeurisme. Mais c'est pas que la politique, c'est un peu tout. On peut remonter, on peut parler aussi de l'émergence de la presse people ces 20-30 dernières années. On veut absolument tout savoir. On ne veut plus accepter de distinction entre la vie privée et la vie publique. Et ça y concourt un petit peu. Alors, écoutez, moi je rejoins aussi ce que vous disiez. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on voit les patrimoines, là, ça veut un peu rien dire, parce qu'en fait, si on enlève les maisons, si on enlève tout le patrimoine, est-ce que c'est vraiment beaucoup? Enfin, qu'est-ce que ça apporte au débat? Moi, je ne vois pas ce que ça apporte au débat, ce genre de déclaration de transparence. C'est pas ça ce qu'on attend des politiques. Moi, si vous voulez, moi, ce que j'attends d'un politique, personnellement, c'est pas de savoir combien est-ce qu'il gagne, c'est de savoir comment est-ce qu'il va enrichir le pays. Comment est-ce qu'il va faire progresser le pays? À l'époque, il y a très longtemps, de la France, Mazarin se piquait dans les caisses. Mais Mazarin a enrichi la France. Et on l'a complètement oublié que Mazarin a piqué dans les caisses, vous voyez. Donc, il a tout cédé à Louis XIV après. Voilà, bon, ça peut-être excuser des choses, mais c'est pour ça que je trouve que, en fait, c'est un écran de fumée. Pour moi, le débat qu'on doit avoir vis-à-vis de l'argent en politique, il n'est pas là. Vraiment, il n'est pas là. Guillaume Bigot. J'avais pas pensé à Mazarin, mais c'est un bon exemple. Moi, j'avais pensé comparer Talleyrand, parce que Talleyrand, quand il signait des traités... Il n'a pas servi des intérêts, Talleyrand. Il avait un menu. C'est-à-dire qu'en fait, pour un traité de paix, c'était 1 million d'euros. Si vous voulez traiter... Bon, en réalité, ça a été un des plus grands ministres des Affaires étrangères de la France. Il était archi corrompu. Jean-Marc Ayrault, c'est un brave type, sans doute. Je ne sais pas exactement combien de traités il a signé, en quoi il a défendu la France. Jean-Marc Ayrault. C'est un brave gars, comme on disait sur les bulletins de notes, vous savez, élève serviable, amène la crève, va ramener l'eau, etc. Brave type. Passable de plus. Non mais c'est un bon maire, voilà. On va dire que la diplomatie française a rayonné. J'ai rien contre lui. Voilà, exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement... Heureusement, parce que si vous avez quelque chose contre lui... Ce qu'on demande aux politiques... Arrêtez. Comme si j'avais la dent dure, enfin... Oui, non. Non, sincèrement, il y a effectivement, on demande aux politiques d'être efficaces. Et en fait, la transparence, je suis complètement d'accord avec ça. C'est très gênant d'avoir le détail de leur patrimoine. Enfin, moi personnellement, ça me dégoûte un peu, ça ne m'intéresse pas. Alors, ceci étant dit, il y a deux choses qui moi me surprennent. C'est pas que Mme Pécresse soit très riche, et grand bien lui fasse. Alors là, moi, je fiche que les gens soient riches, pauvres, noirs, blancs, jeunes, vieux, hommes, femmes, d'ailleurs, parce qu'elle est très obsédée par le fait d'être une femme, ça lui donne tous les droits de la terre, apparemment. Moi, ça ne m'intéresse pas que le chef soit un homme ou une femme, un jeune, vieux ou riche ou pauvre. En revanche, l'origine de son argent est intéressante. Parce que là, je pense que... Je sais pas. Donc ça vous intéresse pas, mais c'est intéressant quand même. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est pas le montant du patrimoine. C'est pas un peu normand, vous? Pas du tout, pas du tout. Je crois que quand vous aviez des cadres français qui étaient menottés, jetés dans une prison aux États-Unis, qui étaient menacés par le gouvernement américain, et que quelqu'un qui se présente à la présidence de la République a vu son patrimoine s'enrichir considérablement au détriment des intérêts stratégiques de la France, quand un homme qui s'appelle Emmanuel Macron a eu l'effronterie devant les yeux dans les yeux pendant le débat présidentiel de dire qu'il n'avait pas à en connaître, pour prendre une formule cuistre qu'il affectionne pour impressionner le badaud, alors que c'est lui qui avait signé une autorisation spéciale, parce que Alstom, c'était une entreprise très particulière, stratégique. Sans la signature du ministre de l'économie et des finances, Alstom ne partait pas aux États-Unis. Les États-Unis ont mis en prison nos concitoyens, ont menacé notre pays. Et Mme Pécresse, en plus, apparemment, sa famille s'est enrichie grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas très jojo. Il y a une enquête de l'Incorrect là-dessus, je le précise. Ok, donc monsieur Macron, effectivement, 500 000 euros, c'est pas vraiment un pognon de dingue. 550, c'est pas vraiment un pognon de dingue. Et moi, je trouve ça, pour quelqu'un qui était en banque d'affaires, voilà, je trouve ça surprenant. Mais bon, il était peut-être pas très doué. William T. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est un peu comme toutes les lois prises par la gauche morale. Ça part d'une bonne intention, à mesure où c'était vu pour analyser les conflits d'intérêts, la question des parrainages. Mais après, la difficulté, c'est que ça a été complètement travesti. C'est comme toutes les lois émises par la gauche morale. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, on se fait du voyeurisme et on regarde les richesses pour savoir est-ce que lui est riche, est-ce que lui s'est enrichi grâce à la politique ou pas. Et quand on regarde l'origine des revenus... On l'a tous regardé. Hein. Oui, dire que ça ne nous a pas intéressés, c'est faux. Je ne savais pas en fait, donc j'ai pas regardé, non. Et quand on regarde l'origine, quand on regarde l'origine des revenus, quand on regarde l'origine des revenus, ce qui est surprenant, c'est que moi de souvenir en tête, c'est qu'Emmanuel Macron, quand on regarde son patrimoine, on se demande s'il gère aussi bien son patrimoine personnel que le patrimoine de l'État, parce qu'en fait son patrimoine n'a pas augmenté. Mais peut-être qu'il a déjà tout légué. Et qu'ensuite
S'il n'a pas d'enfant. Mais on peut léguer à n'importe qui, on n'est pas obligé de léguer. Mais quand on regarde son patrimoine, ce qui est étonnant, c'est que par rapport au revenu de président de la République et de souvenirs, je me rappelle, parce qu'en 2012, on avait eu le même débat, Nicolas Sarkozy avait accru son patrimoine d'environ 500 000 euros, soit 100 000 euros par an. Donc Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il ne disposait que de 50 000 euros il y a 5 ans. Justement, ça démontre qu'il a pas des Mélenchon, 1,4 million, on sait que son patrimoine, ça lui a souvent été reproché à Jean-Luc Mélenchon. Et moi justement, je prends un point sur la question du patrimoine, notamment sur les personnes de gauche, parce qu'on reproche souvent justement, ça. On écoute Jean-Luc Mélenchon et on va pouvoir réagir juste après. Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas secret, mon patrimoine. À la preuve, il est public. Il est continuellement public, d'ailleurs. Alors, je suis propriétaire d'un appartement à Paris. Les appartements à Paris ont beaucoup augmenté. Moi, j'ai quand même 70 ans. Donc, si vous voulez, j'ai eu le temps de faire la fourmi, quand d'autres faisaient la cigale. Et donc, avec mes résultats de fourmi, j'ai acquis un appartement qui a augmenté dans des proportions considérables. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que l'augmentation des prix à Paris n'a pas augmenté la surface dans laquelle je vis, hélas. Donc, comme je suis de gauche, je dois voyager en la soute, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, vous inquiétez pas, la prochaine fois, je monte dans la soute. Je vais tenir compte de votre avis. Et moi, il faudrait que je dorme dans la rue pour être crédible. Depuis quand, la morale? C'est profite et tais-toi. Il a raison, non, quand même. Évidemment qu'il a raison, parce que quand on prend... À chaque fois, c'est ce qui est reproché aux candidats de gauche en disant « vous êtes riche, donc vous n'êtes pas capable de défendre les intérêts des classes moyennes et populaires ». Mais quand on prend un président de gauche type américain comme Franklin Delano Roosevelt, je crois qu'il était quasiment millionnaire ou milliardaire. Et pourtant, ça a été un des plus grands présidents démocrates qui a fait la part du New Deal et qui a permis d'enrichir et de casser en fait, la spirale de la pauvreté qui était enclenchée par la crise de 29 pour les classes moyennes et populaires américaines. Et donc, je pense que c'est un faux débat. Et après, moi, je rajouterai un deuxième point qui est important, c'est qu'à force de faire de la transparence, on abaisse le niveau global des politiques dans la mesure où les meilleurs ne veulent plus venir parce qu'ils ont un risque personnel en termes de carrière. Et donc du coup, c'est pas encourageant et on arrive, alors qu'on est dans une situation gravissime avec un retour des États forts et un retour du tragique comme on l'a vécu dans les années 30 avec des Xi Jinping, des Vladimir Poutine, éventuellement un retour de Donald Trump et des grands hommes d'État forts. Nous avons une classe politique qui est risible de bas niveau parce que nous avons choisi aussi pour ça. Nous avons choisi ces lois de la transparence, nous avons choisi de faire du voyeurisme et d'avoir un personnel politique qui est médiocre. Le dernier sondage OpinionWay, je voudrais qu'on avance parce que je voudrais aussi qu'on rende ce soir un hommage à Jean-Pierre Pernaut parce que ses obsèques ont eu lieu ce matin. Le dernier sondage, OpinionWay, qu'on vous communique, le voici. Macron est à 30%, il passe donc dans plusieurs sondages depuis dans plusieurs jours la barre officielle des 30%. Marine Le Pen est à 17%, Valérie Pécresse, Éric Zemmour au même niveau, à 12%. Jean-Luc Mélenchon est à 11%, Jadot à 6%, Fabien Roussel, qui était sur CNews hier soir, à 4%. Anne Hidalgo se stabilise à 2%. Jean Lassalle est aussi à 2%. Nicolas Dupont-Aignan est à 2%. Philippe Poutou est à 1%. Nathalie Arthaud est à 1%. N'y voyez on a la marge jugement. C'est factuel. Non, mais c'est factuel. De 0 à 2. Non, mais c'est factuel. Une certaine ironie. Non, c'est factuel. Ils sont inférieurs au niveau d'inflation. La marge d'erreur, c'est de 0 à 2. Donc ça peut être de... oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que le Parti Socialiste qui était quand même, souvenez-vous, au pouvoir il y a quelques années. Quand on voit 2%, ça peut amener à une certaine ironie. C'est une sidération. Et il faut savoir que depuis que Laurent Fabius a donné le nom des candidats, ils sont tous obligés d'aller jusqu'au bout. De toute façon, depuis que Anne Hidalgo peut être pour certains une torture chinoise. SNCF et que ça va pas, rappelez-vous, c'était le point de chute pour moi. Portugal a été une des plus grandes puissances du monde. Non, mais la vidéo, vous en souvenez, devant la borne SNCF en disant... Ah oui, grand moment. Grand moment, et je pense qu'elle ne s'en est jamais relevée. Du coup, c'est la borne qui a gagné, et c'est Anne Hidalgo qui a dû perdre la bataille de la borne SNCF. Et je trouve qu'il y a un parallèle à faire assez intéressant parfois entre le ridicule que peut générer Pécresse et le ridicule que peut générer la candidate PS Anne Hidalgo. C'est-à-dire que c'est amusant, c'est-à-dire que le vieux monde que représente le PS et les LR... Mais ce n'est pas la même chose, c'est que, pardonnez-moi, j'ai le sentiment que Valérie Pécresse fait une campagne qui n'est pas sa campagne. Laquelle serait-elle alors? Valérie Pécresse. C'est la campagne de qui? C'est pas la campagne des idées de Valérie Pécresse. Ah, mais sans aucun doute. Mais c'est tout le problème. C'est que ça sonne un peu faux. Ah, bien sûr que oui. C'est la campagne du programme d'Éric Ciotti, qui un petit peu quand même, et c'est tout sauf ce que pense Valérie Pécresse. Et en même temps. D'ailleurs, quand elle le dit, elle n'y pense, elle n'y croit pas. Donc ça se voit tellement que c'est compliqué. Et en même temps, sans faire du macronisme, en même temps, justement, elle est à l'image des compromissions de ce parti politique depuis 20-30 ans vis-à-vis de son électorat. C'est-à-dire un discours de droite, Sarkozy en 2007,
une gouvernance au centre droit. On prend Kouchner dans le gouvernement, on fait la fameuse ouverture, etc. Pour moi, le problème, c'est elle incarne ça aussi. Dès qu'on n'y croit pas, c'est fini. Ça s'entend. Oui, ça mais là, ça se voit. Mais là, les gens le voient pour le coup. Je pense qu'il y a deux mécanismes. Parce que quand on n'y croit pas et qu'on est bon acteur, à la rigueur, ça peut passer, mais quand on n'y croit pas et on est mauvais acteur... L'accumulation des deux est très compliquée. Moi, je pense que la différence entre le PS et LR, c'est pas du tout la même nature. Ah, bien sûr, exactement. Le PS était complètement atomisé avant même qu'Hidalgo soit candidat, donc elle récupère un bébé qui avait aucune chance de gagner. Pécresse a théoriquement une chance. Je pense sincèrement également comme vous que Hidalgo n'y est pour rien. Non, alors ça aurait pu être Hidalgo, Olivier Faure, un autre. Bien sûr. C'est pas forcément la meilleure candidate non plus, mais si vous voulez, il y a quand même une problématique commune, c'est-à-dire que c'est des vieux partis attrape-tout. C'était des partis qui donnaient des signaux très différents à des électorats très différents et qui pariaient sur une dynamique de vote utile. Ça marche quand vous êtes devant, quand en réalité vous êtes la seule chance pour la gauche de l'emporter ou la seule chance pour la droite de l'emporter. Mais le jour où vous êtes relégué par d'autres formations politiques et que le vote utile joue contre vous, vous n'avez plus de vote de conviction parce qu'en effet, qu'est-ce que vous incarnez politiquement ? Quelle est finalement la grande idée que vous incarnez, étant donné que vous avez dissous l'idéologie et vous n'incarnez pas non plus le vote utile, donc forcément, quand même vous ayez une dynamique, vous retombez un peu comme un soufflet. C'est ce qui arrive à Hidalgo et c'est ce qui arrive au PS, c'est ce qui arrive aujourd'hui à LR. Il faut dire que ces partis sont quand même pas morts, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il leur arrive durant cette présidentielle, aujourd'hui, ils tiennent les collectivités territoriales. À ce stade-là, leur avenir, c'est plutôt le parti radical. Si je puis me permettre, juste pour revenir maintenant sur ce sondage, moi je vois 3 phénomènes importants. Déjà, le premier phénomène que je vois, on voit Macron à 30%, dans un autre sondage, il est même à 33%. Et 33,5%. Même, oui, 33,5%, vous avez raison, 33,5%. Il y a un phénomène pour moi, alors certes, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, mais il y a un phénomène de bloc autour de Macron. Le bloc bourgeois hésitait entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Je pense que maintenant, il a choisi. Il a choisi Emmanuel Macron et je pense que c'est perdu pour Valérie Pécresse, parce qu'elle cherchait à récupérer une partie de ses électorats. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, effectivement, on l'a déjà décrit, je ne reviens pas là-dessus, c'est l'effondrement des vieux partis traditionnels, LR, j'en ai parti, et le PS. Et le troisième sujet, c'est l'enchevêtrement entre le vote Zemmour et le vote Marine Le Pen, qui risque d'être dépassé par un vote qui est en train de monter, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui était à 7-8% et qui aujourd'hui est entre 12 et 13%. Et qui a des réserves de voix. En 20 secondes, s'il vous plaît. 20 secondes. Moi, je mets un élément. Si Emmanuel Macron fait plus de 30% au premier tour, il a plus de 99% de chances de gagner selon nos modèles, parce qu'il n'y a pas de report de voix au second tour capable de le battre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'en fait, les candidats de gauche sont en train de se tuer entre eux, dans la mesure où, quand on prenait les sondages il y a 1 ou 2 mois, le bloc de gauche était plus important que ça, et le bloc de droite de Valérie Pécresse à Marine Le Pen sont en train de se tuer, dans la mesure où ils sont en train de baisser en termes de socle cumulé au bénéfice de Macron. Et troisième point, c'est que tous font une erreur. Ils devraient attaquer Macron parce que c'est lui capable. C'est là où est la réserve de voix pour tous les candidats. Pour refaire cette émission, je voulais absolument qu'on rende hommage ce soir, encore une fois, à Jean-Pierre Pernaut. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui à 11h en la basilique de Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. Jean-Pierre Pernaut qui nous a quittés le 2 mars dernier à 71 ans des suites d'un cancer du poumon. Il y avait énormément de monde, des personnalités connues bien sûr, mais énormément d'anonymes. Des anonymes qui l'écoutaient tous les jours à 13h sur TF1. Reda Emrabit vous montre les images. Anonymes et personnalités venus acclamer leur star du JT. Une cérémonie hommage de 2 heures à Jean-Pierre Pernaut, empreint d'émotion. Des reprises de Piaf, de Brel, de Johnny Hallyday résonnaient avec des discours de proches et de collaborateurs. Dehors, des badauds venus des 4 coins de France, de Lille, du Gers, des Côtes-d'Armor, venus dire un dernier adieu à celui qui était dans leur foyer 3 décennies durant. Il faisait partie de la famille. Dès qu'on allumait TF1 et sa voix, et même là, on a du mal à croire qu'il est parti, c'est pas possible. C'était notre ami à nous qui se rendait chez nous. Enfin voilà, c'est JPP quoi. Jean-Pierre Pernaut, c'était la France et un symbole, j'ai envie de dire, oui. Personnalité du monde médiatique, politique, anciens confrères, eux aussi étaient là pour saluer un ami. Enfin, on ne l'oubliera jamais. Donc c'était empreint de beaucoup d'émotions. Il était l'invité de millions et des millions de Français chaque jour à table à 13h. Il avait son couvert. Ça reste vraiment un exemple pour moi parce que voilà, il a cassé les codes, il a montré qu'on pouvait faire autre chose et que ça pouvait marcher. Surtout, il était au contact des Français. Les rédactions nationales étaient très parisiennes jusque-là et lui a fait d'un journal national un journal de toute la France. Ce mercredi, c'est la France qui est venue